Bienvenue à cette édition du journal dont voici le titre. La RDC et le Rwanda ont paraphé le texte de l'accord de paix en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix prévu le 27 juin 2025 à Washington aux États-Unis. Cet accord a été élaboré au cours de 3 jours de dialogue constructif sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques, renseigne le communiqué du département d'État américain. Et à la Cour constitutionnelle, qui peut succéder à Dieudonné Kamuleta à la tête de cette institution? Cette question trouvera sa réponse à l'issue d'une élection prévue ce vendredi 20 juin 2025. Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée cette année sous le thème « La drépanocytose, notre combat », une occasion pour les professionnels de santé d'alerter sur le besoin urgent de renforcer le dépistage précoce, l'accès aux soins ainsi que l'accompagnement des malades. Nouvelle session d'actualité sur la télévision numérique, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Commençons tout de suite par cette information. Des équipes techniques de la RDC et celles du Rwanda ont paraphé le mercredi 18 juin 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, les textes de l'accord de paix en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Alison Hooker, en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin 2025. C'est ce qu'annonce le communiqué du département d'État des États-Unis, appuyant sur la déclaration de principe signée le 25 avril 2025. L'accord a été élaboré au cours de 3 jours de dialogue constructif sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques, note le communiqué. Et il faut aussi signaler que l'accord comprend les dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, la facilitation et les retours de réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès à un cadre humanitaire. Et notez que c'est dans le cadre de la coordination en cours entre les efforts de facilitation des États-Unis et l'État du Qatar qui a participé à ces discussions et le pays, de faire progresser le pays dans la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région de Grand Lac. Et toujours en rapport avec cette information, des équipes techniques de la RDC et du Rwanda ont paraphé ce mercredi 18 juin cet accord de texte de paix en présence du sous-secrétaire d'État américain. Cela a fait réagir les acteurs sociopolitiques. Les uns veulent voir clair sur la responsabilité du Rwanda dans cet accord et les autres alors saluent l'initiative prise par le président américain Donald Trump. Brandon Bameko pour ce reportage. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont paraphé ce mercredi 18 juin ce texte d'un accord de paix entre les deux pays. L'annonce a été faite par le département d'État américain. Selon la diplomatie américaine, l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sera formellement signé sous l'égide de l'administration Trump lors d'une réunion ministérielle prévue le 27 juin 2025. Ce texte comprend plusieurs dispositions, notamment le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et j'en passe. Après cette nouvelle, les acteurs sociopolitiques n'ont pas tardé à réagir. Pour Noël Emmanuel Ngonga, membre de la société civile, Alerte RDC demande les éclaircissements sur la responsabilité du Rwanda sur cet accord. Ce n'est pas un accord tout à fait final, parce que c'était juste, vous vous souvenez qu'on a signé la déclaration de principe et qu'aujourd'hui on signe le draft. Il est bien mentionné que c'est le draft, le préaccord si je peux dire ici, pour que le 27 juin qu'on signe le dernier accord. Et nous pensons pour nous que ce n'est pas pour la première fois que la RDC signe les accords, parce qu'on en a signé autant, mais cette fois-ci au moins nous en tant que société civile,
nous avions voulu que dans cet accord, il y ait des éclaircissements clairs sur la responsabilité du Rwanda. De son côté, l'internationaliste Blaise Dibaya salue l'initiative prise par le président américain Donald Trump pour sa réelle politique entre les différents États. Vous savez, dans les relations internationales, les partenariats stratégiques permettent au fait aux États de combiner leurs forces, de créer des avantages mutuels pouvant leur permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs et renforcer aussi leur position. C'est en fait une dynamique de rééquilibrage des relations. Et je salue le réalisme politique du président américain Donald Trump pour sa réelle politique qui est basée sur des rapports de force et sur des possibilités concrètes et sans influence idéologique. Ici, en fait, il s'agit de voir des avantages mutuels entre les différents États. Et en fait, c'est du business, une diplomatie basée sur le business. Notons que la conclusion de ces textes d'accord a également bénéficié de la participation du Qatar dans le cadre d'une coordination continue entre les efforts de médiation des États-Unis d'Amérique et de l'État émirati. Et puis en justice, qui pour succéder à Dieudonné Kamoleta à la tête de la Cour constitutionnelle? Cette question trouvera justement sa réponse à l'issue d'une élection prévue ce vendredi 20 juin 2025. Et parmi les candidats figure une femme du nom de Marthe Odio Nondé, juge présentée comme un espoir pour la justice congolaise. Cependant, ce scrutin qui intervient dans un moment crucial et signifiant pour la population congolaise qui estime, selon les estimations plutôt des analystes. Suivez ce reportage signé une fois de plus Abel Condé. Dans une lettre officielle adressée au président de la République, Dieudonné Kamoleta, actuel président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, a annoncé l'organisation de l'élection du futur dirigeant de cette haute cour judiciaire. Alors que dire des enjeux de cette élection d'un nouveau président de la Cour constitutionnelle pour Maître Fall Mwamba, cadre du parti Alliance pour le changement de l'opposant Jean-Marc Kabound? Cet événement est signifiant pour la population congolaise. Pas de normal que ces élections puissent avoir beaucoup plus de signification au niveau de nous qui sommes les professionnels du droit, mais aussi vis-à-vis de la population congolaise et les politiques, parce que vous devez savoir, même s'il faudrait parler des élections, et c'est au niveau toujours de la Cour constitutionnelle qu'on doit devoir programmer ou confirmer les élections après sa publication provisoire. L'élection d'un nouveau président de la Cour constitutionnelle intervient dans un contexte crucial. Elle témoigne d'un respect rigoureux des règles démocratiques et de la volonté de préserver l'indépendance de la justice congolaise. Et dans l'actualité, alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alerte RDC en sigle s'inscrit en faux contre le propos de Jean-Pierre Bemba, tenu lors de son passage sur la radio Top Congo, des propos que Alerte juge désobligeants et d'une gravité unique. Et pour cette structure, ces genres de propos met en mal l'appel à l'unité et à la cohésion nationale prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans cette déclaration rendue publique, c'est jeudi 20 juin 2025, Alerte RDC lance un appel à la justice, à l'Assemblée nationale, au chef de l'État et à la population congolaise. On écoute un extrait de la déclaration lue par Jeff Pembi, administrateur d'Alerte RDC. Condamnant fermement et rejetant en bloc les allégations ségrégationnistes de M. Jean-Pierre Bemba, si haut mentionné, Alerte RDC exhorte le procureur général près la Cour de cassation de se saisir, suivant les prérogatives lui dévolues par la Constitution de la République, de cette affaire afin d'apporter la lumière, toute la lumière, sur les preuves que détiendrait M. Jean-Pierre Bemba sur la tentative d'élimination du chef de l'État. Au bureau de l'Assemblée nationale, de prendre très au sérieux les affirmations de M. Jean-Pierre Bemba et d'amorcer une action parlementaire préventive face
aux graves allégations de M. Jean-Pierre Bemba. Au président de la République, chef de l'État et garant de la vie de la nation, avec l'assurance de notre accompagnement pour sauver la nation en péril, s'en tenant à sa volonté maintes fois exprimée d'unité et de cohésion nationale, de donner un coup d'accélérateur effectif aux mécanismes internes proposés par nos pairs de la CENCO et l'ECC en vue d'un front commun en interne face à la menace existentielle réelle à laquelle notre pays est confronté. Et c'était là le propos du coordonnateur dans ce propos, ou l'extrait dans ce propos recueilli par Christina Bacolé. Et invité de la réunion du groupe d'amitié RDC-États-Unis à l'Assemblée nationale tenue à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a invité les députés nationaux d'appuyer sur le plaidoyer du gouvernement pour le renouvellement en septembre prochain de l'AGOA, qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter leurs produits vers les États-Unis sans paiement de droits de douane. Parlant de l'accord minier RDC-États-Unis qui est en vue, Julien Paluku Kahongya a rassuré les parlementaires que cela s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Suivez ce reportage signé Obed Kambalé et Thierry Chabani. Invité mercredi 18 juillet 2025 à la réunion du groupe d'amitié RDC-États-Unis d'Amérique à l'Assemblée nationale, focalisé sur le soutien aux initiatives diplomatiques du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et à l'accord minier RDC-États-Unis d'Amérique en gestation, réunion à laquelle, occupée par les députés nationaux et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique accréditée en RDC, Lucie Tamlin, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a invité ces groupes d'appuyer le plaidoyer de la RDC. Nous avons salué la position des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, mais également les sanctions contre certains dignitaires du régime rwandais. Comme il y a un accord en vue entre la RDC et les États-Unis sur les minerais stratégiques, pour vous dire que la RDC, par la volonté du président de la République, est en train de développer une chaîne de valeur, de construction de la première chaîne de batteries et véhicules électriques dans l'espace Katanga pour valoriser nos minéraux. Nous comptons sur le groupe d'amitié RDC-États-Unis pour appuyer les plaidoyers du gouvernement congolais pour obtenir que l'AGOA soit prolongée. Condamnant avec la plus grande fermeté l'agression de la RDC par le Rwanda et les exactions commises par l'AFC M23, la diplomate américaine Lucie Tamlin a fait attendre que l'accord sur le développement des champs de valeur autour des minéraux stratégiques de la RDC constitue une nouvelle phase dans la consolidation des relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Notre partenariat entre dans une nouvelle phase qui met l'accent sur le développement par le biais d'opportunités économiques. Les États-Unis y parviendront en développant le commerce et l'investissement privé, reconnaissant que le secteur privé est le moteur de la croissance économique. De son côté, Joseph Bangakia, président du groupe d'amitié RDC-États-Unis d'Amérique, a plaidé pour un partenariat gagnant-gagnant. Signalons que la remise du prix d'excellence au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et des tableaux réceptionnés par le ministre du Commerce extérieur, qui a été primé également, et à l'ambassadrice américaine, a constitué l'un des moments forts de cette cérémonie. Et dans le cadre du projet de corridor central visant la construction de ports secs dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga, les gouverneurs de la province du Tanganyika, Christian Kitungu Muteba, a participé ce mercredi 18 juin à Dar es Salaam, capitale de la République unie de la Tanzanie, à la cérémonie de remise officielle de titres fonciers entre la RDC et la Tanzanie, représentée par leur ministre de Transport. Le gouverneur de la province du Tanganyika se dit prêt à travailler d'arrache-pied pour le développement de sa province grâce à ce projet. Suivez ce reportage.
C'est ce mercredi 18 juin que le gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungu Muteba, a pris part à Dar es Salaam, capitale de la République unie de la Tanzanie, à la cérémonie de remise officielle des titres fonciers entre la RDC et la Tanzanie, représentée par le ministre des Transports dans le cadre du projet de corridor central pour la construction de ports secs, notamment dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga. Le projet confère plusieurs avantages à l'économie congolaise, notamment la traçabilité du cargo congolais à l'import tant à l'export, l'accroissement des recettes dues au trésor public de la RDC, la réduction du délai de dédouanement et l'augmentation de la croissance de nos économies. Intéressé par ces projets, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungu Muteba, s'active avec fermeté pour le développement de sa province, surtout dans la création d'emplois. C'est la création de l'emploi. Vous avez suivi dans les discours de part et d'autre, c'est plusieurs emplois qui seront créés. Et donc, nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse aller plus vite. Et c'est l'occasion pour nous de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République qui a corps et âme mis la main à la pâte pour permettre à ce que ce projet puisse aller si vite. Et sous la coordination de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Bien avant cela, ce même mercredi à Dar es Salaam, le gouverneur Christian Kitungu Muteba a également pris part à la 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres interétatiques dans le cadre du corridor central dont la RDC fait partie des pays concernés, aux côtés de la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Malawi et la Zambie. Cette 14e session a été présidée par le vice-premier ministre congolais en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, également président de ces comités interministériels en charge de ces projets qui visent le développement du transport multimodal. L'heure de la moisson a encore sonné à Kanyama-Kasese. La récolte entamée depuis mars dernier se poursuit sans faille. Le commandant du service national s'est personnellement rendu compte et se dit satisfait de cette moisson abondante. Tenez, plus de 25 000 tonnes de maïs attendues pour le compte de cette campagne agricole 2024-2025. Bénédicte Ndembe. Nous sommes bel et bien à Kanyama-Kasese et le commandant du service national peut lever son pouce car la moisson est abondante. Ici c'est Kanyama-Kasese. Aux manettes, dès sa moissonneuse batteuse, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, à la tête d'une grande armée de bâtisseurs, poursuit la récolte de maïs commencée en mars dernier. Pendant que certains récoltent, d'autres s'attellent à leur pactage. Le tout dans une ambiance bon enfant. Service national eza na idée malamu mpona biso bakongolais nazosala mosala ya masango mpona kosunga Congo na bapays mosusu. Merci mingi na président de la République oyo ayaki na makanisa malamu mpona biso. Dans le cadre de la saison agricole 2024-2025, plus de 25 000 tonnes de maïs made in Kanyama-Kasese sont attendues contre 16 000 tonnes la saison d'avant. Cette dernière avait permis de répondre à la demande dans les zones en crise, évitant ainsi une pénurie de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Et depuis 2024, l'acheminement de ces produits vers les grands centres de consommation a été rendu possible grâce au train dont dispose désormais ce service. Ce moyen de transport inauguré par le chef de l'État Félix Tshisekedi, démontrant son attachement à faire du service national les bras séculiers de la lutte contre la faim et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire, démontrant son attachement à faire du service national les bras séculiers de la lutte contre la faim et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire en RDC. Et puis parlons santé dans ce journal. Présente dans de nombreux foyers congolais, la drépanocytose reste une maladie lourde aux lourdes conséquences graves. Malgré sa notoriété, en cette année, cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, les professionnels de santé alertent sur le besoin urgent de renforcer le dépistage précoce ainsi que l'accès aux soins et l'accompagnement de malades encore trop souvent livrés à eux-mêmes.
Et puis nous prenons cette information. Les sinistrés des inondations du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa regagneront bientôt leur domicile. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa, daté du 18 juin 2025. Un travail en commission et sous-commission a été préconisé par l'autorité urbaine pour une durée d'une semaine afin de tracer la marche à suivre et d'assurer un retour en toute quiétude et sécurité de chaque sinistré, a ajouté les documents officiels. D'après le texte, le gouverneur Daniel Bumba a fait cette annonce au cours d'une visite rendue qu'il a effectuée plutôt aux sinistrés en compagnie de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Et cette visite avait pour but de s'enquérir des conditions de vie des sinistrés, de leur prise en charge dans des sites d'hébergement d'urgence. On peut lire dans ce communiqué. Et autre chose dans ce journal, en marge de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année, les enfants vulnérables encadrés par la synergie des ONG locales pour la protection de l'enfant étaient en sit-in devant les installations de l'UNICEF pour exiger une gestion efficiente de fonds financés par le gouvernement canadien au bénéfice des enfants vulnérables congolais. Suivez ce reportage. Devant et bâtiments abritant les services de l'UNICEF Congo à Kinshasa-Gombe, le message adressé par ces enfants vulnérables a été clair. Utiliser les 12 millions financés par le gouvernement canadien à bon escient. Sur les calicots, ils expriment leur inquiétude d'apprendre que des fonds leur destinés ne les atteignent pas. Fanny Kamweni demande au service de la protection de l'UNICEF de mettre tout en œuvre afin que cet argent déjà débloqué puisse résoudre tant soit peu le problème des nécessiteux au lieu qu'il serve à la formation des agents de l'État et la sensibilisation communautaire, une stratégie qui s'est avérée inefficace par le passé. Trop, c'est trop. Exigeons ce qui suit. La redevabilité par rapport à l'argent reçu pour les vulnérables de la RDC. La construction de centres de promotion sociale qui sont presque inexistants. La construction de zones pour les enfants vulnérables et dits de la rue. Les EG doivent reprendre leur vie. Prise en compte des jeunes et enfants dits en situation de rue, non pris en charge qui sont dans les structures. Actions menées. Utilisation de travailleurs parasociaux dans ces actions. Prise en charge de centres viables des enfants dits de la rue et vulnérables. Création d'un réel consortium de structures d'accompagnement des enfants en situation de rue et les ministères concernés sur la protection de l'enfant. Ces ONG rappellent que les 5 millions décaissés précédemment par le même gouvernement canadien pour les enfants vulnérables congolais n'avaient pas produit des résultats escomptés pour n'avoir pas associé les structures qui œuvrent sur le terrain. Comme je viens de le lire tantôt, présente dans de nombreux foyers congolais, la drépanocytose reste une maladie lourde aux conséquences graves malgré sa notoriété. Et en cette année, la lutte contre cette maladie, les professionnels de santé alertent sur le besoin urgent de renforcer le dépistage précoce, l'accès aux soins et l'accompagnement de malades encore trop souvent livrés à eux-mêmes. Et cette année, cette journée de lutte contre la drépanocytose est célébrée sous le thème la drépanocytose, notre combat. Suivez ce reportage signé Anita Mwadi. Selon les statistiques, 2% de la population et 15% des naissances vivantes sont affectées par la drépanocytose. Cette pathologie se caractérise par une déformation de globules rouges provoquant de douleurs intenses, des anémies sévères et parfois des complications. Ce jeudi 19 juin, à l'occasion de la journée, des appels sont lancés pour briser les silences qui entourent cette maladie et à une bonne prise en charge de malades. Célébré sous les thèmes « Connaître et faire connaître la drépanocytose », le docteur Didier Dibou, médecin généraliste, rappelle l'importance du dépistage. Car pour lui, ces simples gestes peuvent sauver des vies et aider à mieux gérer les crises. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est d'une importance capitale, d'autant plus que c'est une maladie qui est présente dans notre milieu. C'est une maladie qui va se présenter cliniquement par de crises qui peuvent être de crises hématologiques, c'est-à-dire une anémie qui va se manifester par une anémie, une diminution du sang, des globules rouges, à cause de la destruction des globules rouges. En dehors de cette diminution donc de sang, de cette anémie, nous avons également de crises du type
vaso-occlusifs. Les crises vaso-occlusives qui vont se manifester sous forme de douleurs généralisées. Et pour lutter contre cette maladie, il faudra une surveillance donc accrue, un mode de vie discipliné, une alimentation bien garnie, une alimentation bien équilibrée, ne pas s'exposer à certaines températures qui pourraient entraîner des déshydratations par exemple et tout, et aussi aller éviter certains comportements. Dans plusieurs structures de santé, les patients se plaignent du coût élevé des soins, de manque de suivi et de la rareté de médicaments spécifiques. Cette journée est aussi l'occasion d'appeler l'État à investir davantage dans la recherche, des dépistages systématiques à la naissance et à la gratuité de soins pour les enfants malades. Et puis prenons l'information en dehors de nos frontières avant de finir avec cette édition du journal. La Russie sort de son silence et s'exprime enfin au sujet de la guerre qui oppose l'Iran à l'Israël. Ce jeudi, Moscou a déclaré mettre en garde les États-Unis contre toute intervention militaire sur le sol iranien ou aux côtés de l'État hébreu. Suivez ce commentaire signé Josaphat Ngoma et Abel Condé. J'ai des idées sur ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas encore pris de décision finale. Vous savez, parce que les choses changent. Je veux dire surtout avec la guerre, les choses changent avec la guerre. Elle peut aller d'un extrême à l'autre. Les guerres sont très mauvaises. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit une guerre. Ce mercredi 18 juin, le président américain Donald Trump n'a pas exclu une entrée en guerre de son pays, allié d'Israël, pour briser le programme nucléaire de l'Iran, accusé malgré ses démentis de chercher à fabriquer l'armée atomique. Une déclaration qui ne passe pas aux yeux de la Russie. C'est jeudi, lors d'un point de presse à Saint-Pétersbourg, dans l'ouest du pays, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a affirmé, je cite, « Nous tenons à mettre en garde Washington contre toute intervention militaire dans cette situation, ce qui constituerait une mesure extrêmement dangereuse avec des conséquences négatives réellement imprévisibles. » Si la Russie entretient historiquement de bonnes relations avec Israël, ces liens ont été affectés depuis les débuts de l'offensive russe en Ukraine et de la guerre menée par Israël à Gaza. À l'inverse, Moscou s'est largement rapproché de Téhéran ces dernières années. Un peu plus tôt, le Kremlin a rapporté un entretien téléphonique d'environ 1 heure entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping, condamnant les frappes israéliennes en Iran. Entre-temps, sur le terrain, c'est le désastre qui continue de s'opérer de deux côtés. C'est jeudi 19 juin, qui marque le 7e jour des hostilités. Des habitants du nord d'Israël ont été appelés à se confiner dans des abris. Des sirènes d'alerte anti-aérienne ont à nouveau retenti dans l'après-midi à la suite des tirs de missiles iraniens qui ont fait des dégâts humains et matériels. Israël, de son côté, a annoncé intensifier ses frappes sur les territoires de son rival. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, restez fidèles au programme de Digital Congo Télévision et Digital Congo FM. Bienvenue à la revue de presse de journaux parus ce jeudi 19 juin à Kinshasa. Feuilleton Moutamba, l'ex-ministre de la Justice n'est pas en fuite, révèle en une le phare. À en croire les accros de toile, il se serait réfugié à l'ambassade de Cuba le mardi 17 juin 2025, peu après avoir remis sa démission au chef de l'État, de manière à se mettre totalement à la disposition du procureur général près la Cour de cassation, qui les poursuit pour détournement présumé des deniers publics. Les faits qui accréditaient la thèse de la fuite, c'est
la lettre adressée lundi par le procureur général près la Cour de cassation au patron de la DGM, Direction générale des migrations, interdisant à Constant Mutamba de quitter la ville de Kinshasa. Selon ses proches, le jeune ministre se trouve bel et bien chez lui. On le dit serein et prêt à affronter la justice. Le confrère Le Potentiel lâche en page 4, Mutamba démissionne et dénonce un complot orchestré depuis Kigali. En tant que républicain, je vous remets ces jours, non sans regret, ma démission pour faire face à ces complots politiques dont revendique le ministre rwandais des Affaires étrangères et les responsables de l'AFC M23, dont l'objectif ultime est d'obtenir mon élimination physique, a écrit le désormais ex-ministre de la Justice. Dans son adresse, Mutamba dénonce un complot orchestré contre lui depuis Kigali au Rwanda. Il y évoque des menace d'élimination physique, malheureusement au moment où, tel votre soldat engagé dans des poursuites contre de hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans le dos à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de nos compatriotes visant à freiner cet élan de réforme et de patriotisme. Ces complots ne visent pas ma personne mais cherchent à désorganiser la riposte gouvernementale face à l'agression rwandaise et à bloquer toutes les réformes internes en cours, a écrit Constant Mutamba. Autre registre, la Cour constitutionnelle élira son nouveau président le 20 juin, note les confrères Info 27. Le 20 juin, la Cour constitutionnelle de la RDC renouvellera sa présidence à l'issue d'un vote à huis clos aux enjeux déterminants. Arrivé à la tête de l'institution en mai 2022, après l'éviction de Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kamuleta est selon les textes en vigueur éligible à sa propre succession. Il peut donc briguer un second et dernier mandat. Loin d'être une formalité, cette élection engage l'équilibre du pouvoir judiciaire et la crédibilité de l'état de droit. Car la Cour constitutionnelle n'est pas seulement le gardien de la Constitution, elle joue aussi un rôle central dans le processus électoral et la validation des candidatures à la proclamation des résultats, en passant par le traitement de contentieux. Le mandat à pourvoir est d'une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition est notamment précisée dans l'ordonnance présidentielle numéro 22/064 du 22 juin 2022 qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la haute juridiction. Toujours dans le même journal, en page 7, Info 27 a titré Kinshasa, un tracteur prend feu sur le tarmac de l'aéroport d'Ndjili. Pas de dégâts enregistrés. Un début d'incendie s'est produit le mercredi 18 juin 2025 sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lantsele sans faire des dégâts majeurs. Selon l'agence congolaise de presse ACP, le feu a pris sur un tracteur de l'entreprise ATS utilisé pour le remorquage des colis, alors que l'engin était à l'arrêt après avoir remorqué un avion de la compagnie Askai. Il s'apprêtait à intervenir sur un appareil d'Air Congo lorsqu'il a soudainement pris feu, poussant les conducteurs à fuir. Alertée à temps, la brigade anti-incendie de la régie des voies aériennes RVA est intervenue rapidement, maîtrisant la situation avant qu'elle ne dégénère. Le commandant de l'aéroport, Vicky Lundula, a précisé que le pneu de l'avion d'Air Congo n'ont pas été touchés et que la situation est revenue à la normale. Un autre tracteur a été dépêché pour poursuivre les opérations au sol. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.